Bisoma. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture chuchotée. Je vais vous lire la suite de Vérité de Colleen Hoover, le chapitre 2. Installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter la suite de l'histoire. C'est parti. Quand Corée m'a envoyé un message hier soir pour m'annoncer la réunion d'aujourd'hui, c'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis des mois. Assise devant mon ordinateur, je regardais une fourmi se promener sur mon gros orteil. Elle allait et venait toute seule, à la recherche de nourriture ou d'amis. En même temps, elle paraissait déroutée par sa propre solitude, ou peut-être par sa liberté retrouvée. Je n'ai pu m'empêcher de me demander pourquoi était-elle seule. D'habitude, les fourmis se déplacent en colonie. Le fait que la situation de la fourmi m'intrigue prouvait à l'évidence que je devais sortir de l'appartement. J'avais peur qu'après avoir été cloîtrée si longtemps pour m'occuper de ma mère, je me sente aussi paumée que cette bestiole en arrivant dans le couloir. Gauche, droite, intérieur, extérieur. Où sont mes amis? Où est la nourriture? La fourmi a quitté mon pied pour filer sur le sol, et elle venait de disparaître sous le mur lorsque m'est parvenu le message de Corée. Voilà quelques mois, j'espérais qu'il comprendrait quand j'ai établi des limites entre nous. Comme on ne faisait plus l'amour, le meilleur moyen de contact entre un agent littéraire et son auteur reste le mail. Il vient de m'écrire. Rendez-vous demain matin, 9h, chez Pantin Press, 14e étage. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Il ne m'a même pas demandé comment allait maman. Ce qui ne m'a guère étonné, c'est bien à cause de son manque d'intérêt envers tout ce qui ne concerne pas son travail ou sa personne qu'on n'est plus ensemble. Je trouvais trop injuste qu'il ne s'inquiète jamais pour moi. Il ne me doit rien, mais il aurait au moins pu faire semblant. Je ne lui ai pas répondu de la soirée, préférant éteindre mon téléphone, les yeux fixés sur la fissure de mon mur où avait disparu la fourmi. Je me demandais si elle allait y retrouver des collègues ou si elle était seule. Peut-être que, comme moi, elle détestait les autres fourmis. Difficile d'expliquer pourquoi j'éprouvais une telle aversion envers les autres humains, mais il fallait avancer une hypothèse. Je dirais que c'est le résultat direct de la terreur ressentie par ma propre mère à mon endroit. Terreur est peut-être un grand mot. En tout cas, elle ne me faisait pas confiance quand j'étais enfant. Elle m'éloignait systématiquement des gens en dehors de l'école, car elle avait peur de ce que je pourrais faire durant mes nombreuses crises de somnambulisme. Cette paranoïa m'avait poursuivi jusqu'à l'âge adulte, où je me suis retrouvée ancrée dans mes habitudes solitaires. Peu d'amis, aucune vie sociale, raison pour laquelle je quitte enfin mon appartement pour la première fois depuis plusieurs semaines. Pour ma première sortie, je voulais me rendre dans un lieu qui me manquait, genre Central Park ou une librairie. Je ne m'attendais pas à me retrouver ici, à faire la queue à l'accueil d'une maison d'édition, en priant intérieurement pour que cela me rapporte au moins de quoi rattraper mes retards de loyer et m'éviter de me faire expulser. Me voici à quelques minutes d'un rendez-vous qui fera de moi une sans-abri ou me donnera les moyens de trouver un autre appartement. Je caresse la chemise blanche de Jérémie en espérant ne pas avoir l'air trop ridicule.
jolie chemise, lance quelqu'un derrière moi. Choquée, je me retourne au son de la voix de Jérémy. Mais il me suit. Mon tour arrive et je tends mon permis de conduire au vigile. Puis, je me tourne vers Jérémy, remarquant aussitôt sa nouvelle chemise. Comme ça, vous gardez des habits de rechange dans votre poche arrière. Mon hôtel est à 2 pas d'ici, je suis allée me changer. Son hôtel, ça promet. S'il est descendu dans un hôtel, il ne doit pas travailler ici. Et s'il ne travaille pas ici, il ne fait sans doute pas partie du monde de l'édition. J'ignore totalement avec qui j'ai rendez-vous et j'espère que ça n'a rien à voir avec lui. Ça veut dire que vous ne travaillez pas ici. Il sort sa pièce d'identité qu'il tend au vigile. Non, j'ai juste un rendez-vous au 14e étage. Ben voyons, moi aussi. Un léger sourire apparaît sur ses lèvres pour s'évanouir presque aussitôt, comme s'il se rappelait notre conversation en s'apercevant qu'il était trop tôt pour avoir l'air de se réjouir. On a combien de chances de se retrouver au même rendez-vous? Il reprend sa carte des mains du vigile qui nous indique alors les ascenseurs. Je ne sais pas, dis-je. On ne m'a pas précisé exactement pourquoi j'étais convoquée ici. On entre dans la cabine et il appuie sur le bouton du 14e étage. Puis, il me regarde en sortant sa cravate de sa poche pour la nouer autour du cou. Je ne peux m'empêcher de contempler son alliance. « Vous êtes romancière ?» me demande-t-il. « Oui. Et vous ?»« Pas moi, mais ma femme, oui. Vous avez écrit quelque chose que je pourrais connaître. » Ça m'étonnerait. Personne ne lit mes livres. Ça le fait sourire. Il n'y a pas beaucoup de l'ON dans le monde. Je suis sûre de pouvoir citer quelques-uns de vos titres. Pourquoi? Il veut les lire. Il sort son téléphone, tapote dessus. Je n'ai jamais dit que j'écrivais sous mon nom. Il ne relève pas la tête jusqu'à l'ouverture des portes. Là, il franchit le seuil, s'arrête, se retourne vers moi en brandissant son appareil. Vous n'écrivez pas sous un pseudonyme, mais sous le nom de l'ON Ashleg. Accessoirement, celui de l'auteur que je dois rencontrer à 9h30. Finalement, j'obtiens ce sourire, mais aussi magnifique soit-il, il n'y tient plus du tout. Il vient de vérifier sur Google, et bien que mon rendez-vous soit à 9h, pas 9h30, il a l'air d'en savoir davantage que moi sur le sujet. Si on va vraiment au même rendez-vous, ça rend notre rencontre dans la rue plutôt suspecte. En même temps, je suppose qu'il n'y a rien d'inconcevable à nous retrouver dans ce cas au même endroit, au même moment, d'autant qu'on a assisté au même accident. Cette fois, il s'écarte pour me laisser sortir de l'ascenseur. J'ouvre la bouche, prête à parler, mais le voilà qui recule. À bientôt. Je ne le connais pas du tout et j'ignore en quoi il est concerné par ma réunion, mais même sans être au courant de ce qui se passe ce matin, je ne peux m'empêcher d'apprécier ce type. Après tout, il m'a littéralement donné sa chemise. Aussi, je doute qu'il soit trop du genre agressif. Je lui souris avant de le voir tourner au coin du couloir. Parfait, à plus tard. Il me rend mon sourire. Parfait. Je le suis des yeux jusqu'à ce qu'il se disperse. Dès qu'il ne peut plus me voir, je me détends un peu. Décidément, quelle matinée entre l'accident et la rencontre de cet homme déconcertant. Je m'y perds un peu. Appuyant la paume contre un mur,
j'essaye de me reprendre. Bon sang. Tu es à l'heure, lance Corée. Sa voix me fait sursauter. Je me retourne pour le voir arriver du fond du couloir. Il se penche, m'embrasse sur la joue. Ça me crispe. D'habitude, tu n'es jamais à l'heure. Je serais bien arrivée plus tôt, mais je m'interromps. À quoi bon lui expliquer ce qui m'a empêché d'arriver plus tôt? Ça ne l'intéresse pas. Et le voilà qui part déjà dans la même direction que Jérémy. En fait, la réunion ne commence pas avant 9h30, mais je croyais que tu serais en retard, alors je t'ai dit 9h. Je m'arrête net, c'est pas vrai. S'il m'avait donné l'heure normale, je n'aurais pas assisté à cet accident, je n'aurais pas été arrosée par le sang d'un inconnu. Tu viens, lance-t-il en s'arrêtant pour m'attendre. Je cache mon irritation comme toujours avec lui. On entre dans une salle de conférence déserte. Corée referme la porte derrière nous tandis que je choisis une place. Il s'assit à côté de moi, en bout de table, sans me quitter des yeux. Et j'essaye de ne pas rembrunir à l'idée qu'on se retrouve après des mois de silence. Sauf qu'il n'a pas changé. Toujours tiré à 4 épingles avec sa cravate, ses lunettes et son sourire. Toujours tellement différent de moi. Tu as une tête épouvantable, dis-je, alors que c'est exactement le contraire. Il est le premier à savoir que c'est faux. Tu as l'air en pleine forme, tu es ravissante. Il dit ça parce que ce n'est jamais le cas. J'ai l'air fatiguée, je m'ennuie constamment. Il paraît que je fais la gueule, mais c'est juste parce que j'en ai marre de tout. Comment va ta mère? Elle est morte la semaine dernière. Il ne s'attendait pas à ça et je le vois s'adosser à sa chaise, incliner la tête. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas pris la peine de me le demander? Je n'ai pas encore réalisé. Voilà 9 mois qu'elle vivait avec moi, depuis qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du côlon en phase terminale. Elle est décédée mercredi dernier après 3 mois de soins palliatifs. J'ai eu du mal à quitter l'appartement ces derniers temps, car elle comptait à fond sur moi, pour manger, pour boire, pour que je la retourne dans son lit. À mesure que son état empirait, je ne pouvais plus la laisser seule du tout, au point de n'avoir pas mis les pieds dehors pendant des semaines. Encore heureux que, grâce à une connexion Wi-Fi et à une carte de crédit, on puisse vivre totalement confiné à Manhattan, en se faisant livrer tout ce dont on a besoin. Marrant, comme l'une des villes les plus peuplées du monde, peut devenir un paradis pour agoraphobes. Ça va, demande Corée. Je masque mon inquiétude sous un sourire, bien qu'il ne pose cette question que par principe, et lui répond ce à quoi il doit s'attendre. Ça va. En même temps, je m'y attendais. J'ignore comment il réagirait à la réalité. Mon soulagement depuis qu'elle est morte. Ma mère ne m'a jamais donné que des sentiments de culpabilité. Ni plus ni moins, juste une constante culpabilité. Il se dirige vers le buffet, rempli de viennoiseries, de bouteilles d'eau ainsi que d'une carafe de café. Tu as faim, soif? De l'eau, ce sera parfait. Il attrape 2 verres, m'en tend un puis revient s'asseoir. Tu as besoin d'aide pour la succession. Je suis sûre qu'Edouard pourra t'aider. C'est l'avocat de l'agence littéraire de Corée et beaucoup d'écrivains s'adressent à lui dans d'autres domaines. Malheureusement, je ne vais pas avoir besoin de lui.
Corée a bien essayé de me le dire lorsque j'ai signé le bail de mon 2 pièces l'année dernière que je ne pourrais assumer un tel loyer. Seulement ma mère voulait mourir dans la dignité, dans sa chambre, pas dans une maison de retraite, ni dans un dispensaire, ni dans un lit d'hôpital au milieu de mon studio. Elle voulait sa propre chambre avec ses affaires. Elle m'a juré que ce qui restait sur son compte en banque m'aiderait après sa mort à récupérer le temps perdu sur ma carrière de romancière. Toute l'année dernière, j'ai vécu sur la maigre avance tirée de mon dernier contrat d'édition. Mais il n'en reste rien maintenant, pas plus que l'argent que ma mère m'a laissé. C'est l'une des dernières choses qu'elle m'ait avouée avant de succomber à son cancer. Je me serais occupée d'elle envers et contre tout. C'était ma mère. Mais le fait qu'elle ait cru bon de me mentir afin que je la prenne chez moi prouve à quel point nous étions pas sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas vraiment besoin d'un avocat. Elle ne m'a laissé que des dettes, mais merci quand même. Corée se mord les lèvres. Il connaît ma situation financière car en tant qu'agent littéraire, c'est lui qui m'envoie mes chèques et mes droits d'auteur. Raison pour laquelle il me regarde maintenant avec cet air apitoyé. Tu as des droits à l'étranger qui vont bientôt arriver. Comme si je n'étais pas au courant du moindre centime qui m'attend dans les 6 mois à venir, comme si je n'avais pas déjà tout dépensé. Je sais, ça ira. Aucune envie de parler avec lui de mes difficultés financières ni avec personne. Il hausse les épaules, l'air pas trop convaincu, redresse sa cravate. J'espère que l'offre à venir sera intéressante pour nous deux, marmonne-t-il. Je suis soulagée qu'il change de sujet. Pourquoi on ne se dérange pas voir un éditeur? Tu sais que je préfère communiquer par mail. Ils nous ont convoqués hier pour dire qu'ils avaient une offre à te faire, mais ils n'ont pas voulu en parler au téléphone. Je croyais que tu voulais négocier un nouveau contrat avec mon dernier éditeur. Tes livres se vendent bien, mais pas assez pour assurer un nouveau contrat. Si tu ne te remets pas au travail, il faut que tu acceptes de t'investir sur les réseaux sociaux, que tu fasses une tournée de dédicaces et que tu constitues une fanbase. Tes seules ventes sont modestes sur le marché actuel. C'était bien ce que je craignais. Mes ultimes espoirs financiers tournaient autour d'un renouvellement de mon contrat avec mon éditeur. Les ventes de mes derniers livres n'ont fait que baisser. Je n'ai pour ainsi dire rien écrit cette année à cause de mon engagement auprès de ma mère et je n'ai donc rien à proposer pour le moment. Je n'ai aucune idée de ce que Pontem va proposer, reprend-il, ni si ça t'intéressera. Nous devons signer un accord de confidentialité avant qu'il nous donne davantage de détails. Je suis tout de même intriguée. J'espère que je ne rêve pas trop en disant qu'il existe bien des possibilités et que j'ai un bon pressentiment. Nous allons en avoir le cœur net. Il dit nous, parce que, quelle que soit l'offre, il en tirera 15% si je l'accepte. Tarif normal entre un agent et son client. Ce qui n'est pas normal, ce sont les 6 mois qu'on a passés ensemble, suivis de 2 années de rapports sexuels malgré notre rupture. Tout cela parce qu'il n'avait personne d'autre à se mettre sous la dent, et moi non plus. Tandis que notre relation sentimentale s'est arrêtée au bout de 6 mois, tout simplement parce qu'il était amoureux d'une autre femme. Et peu importe si l'autre femme en question était également moi. Il
y a de quoi s'embrouiller, tomber amoureuse des écrits d'un auteur avant de le rencontrer en chair et en os. Certains lecteurs ont du mal à séparer un héros de l'individu qui l'a écrit. Étonnamment, Corey en fait partie. Bien qu'il soit agent littéraire, il s'était pris du personnage féminin de mon premier roman, Open-Ended. Avant de me rencontrer, pensant qu'elle reflétait mon caractère alors que j'en étais l'exact contraire. Corey a été le seul agent qui m'ait répondu et encore au bout de plusieurs mois. Mon mail ne se composait que de 3 phrases, mais suffisamment pour rendre vie à mes espoirs déçus. J'ai lu votre manuscrit, Open-Ended, en un rien de temps. Je crois en ce livre. Appelez-moi si vous cherchez toujours un agent. Son mail est arrivé un jeudi matin. 2 heures plus tard, nous échangions une longue conversation téléphonique. Le vendredi après-midi, on se rencontrait pour signer mon contrat. Le samedi soir, on a baisé 3 fois. Je suis sûre que notre relation a brisé quelque chose. Mais je ne sais pas trop si c'est pour cette raison qu'elle a duré si peu de temps. Dès que Corey s'est rendu compte que je n'étais pas celle sur qui j'avais fondé mon personnage, il a compris qu'on n'était pas compatibles. Je n'avais rien d'héroïque ni de simple, j'étais compliquée. Et il s'est révélé incapable de résoudre le défi émotionnel que je représentais. Enfin, peu importe, je ne tenais pas à ce qu'il me comprenne. Aussi difficile qu'ait pu être notre relation, je n'y eus aucun mal à devenir sa cliente, si bien que je n'ai pas cherché à changer d'argent après notre rupture, car il s'est toujours montré loyal et objectif en ce qui concerne ma carrière. Tu as l'air un peu lessivé, lâche-t-il, en m'arrachant à mes pensées. Tu te fais du souci. Je hoche la tête dans l'espoir qu'il va prendre mon épuisement pour de l'anxiété, car je n'ai pas envie d'en dire davantage. Voilà 2 heures que j'ai quitté mon appartement ce matin, et j'ai l'impression qu'il s'est produit davantage de choses durant ces 2 heures que depuis le début de l'année. Je regarde mes paumes, mes bras, à la recherche de traces de sang. Il n'y en a plus. Pourtant, je le ressens encore, je sens son odeur. Mes mains ne cessent de trembler, alors je préfère les cacher sous la table. Je me rends compte, à présent, que je n'aurais sans doute pas dû venir. En même temps, je ne peux pas laisser passer un éventuel contrat. Ce n'est pas comme si le propriétaire se bousculait, et si je n'obtiens pas vite quelque chose, il faudra que je prenne un emploi, ce qui me laissera à peine le temps d'écrire. Mais au moins, je pourrais payer mes factures. Corey sort un mouchoir de sa poche pour essuyer la sueur de son front. Il ne transpire que quand il est inquiet, et cela ne fait que m'angoisser davantage. Tu veux qu'on convienne d'un signal secret si l'offre ne t'intéresse pas, demande-t-il. Écoutons déjà ce qu'ils ont à dire. Ensuite, nous pourrons demander à nous entretenir en privé. Il fait cliquer son stylo et se redresse sur son siège, comme s'il armait un pistolet en vue d'une bagarre. C'est moi qui parlerai. J'y comptais bien. Il est charismatique et charmeur. J'aurais eu du mal à trouver quelqu'un qui puisse me voir sous cet angle, alors autant rester à ma place et l'écouter. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? S'enquiert-il. Tu flottes dedans. Sur le coup, j'avais oublié à quel point je pouvais paraître ridicule. J'ai renversé du café sur mon t-shirt ce matin et il a fallu que je me change. Elle vient de qui cette chemise? Ah, de toi sans doute. Elle était dans mon placard. Tu es sorti de chez toi comme ça, tu n'avais rien d'autre à te mettre. Attends,
c'est la dernière mode. Je me moque de lui, mais il ne s'en rend même pas compte et fait la grimace. Ah bon, tu crois? L'enfoiré. Au moins il est doué au lit, comme la plupart d'entre eux. À mon grand soulagement, la porte de la salle s'ouvre sur une femme suivie de si près par un homme qui la heurte quand elle s'arrête. Bon sang, baronne, maugrait-elle. Je réprime un sourire à l'idée que bon sang, baronne, puisse être son vrai nom. Jérémie entre le dernier et m'adresse un petit signe discret. La femme porte des vêtements plus appropriés que les miens, avec de courts cheveux noirs et un rouge à lèvres trop éclatant pour cette heure matinale. Apparemment, c'est elle la responsable, car elle vient serrer la main de Corée puis la mienne sous les yeux de bon sang, baronne. Amanda Thomas, dit-elle, je suis éditrice pour Bantam Press. Voici baronne Stephens, notre avocat, et Jeremy Crawford, notre client. Il me serre la main et on parvient à ne pas laisser paraître qu'on vient de passer tous les deux un début de matinée des plus bizarres. Après quoi, il s'assit tranquillement en face de moi. J'essaye de ne pas le regarder, mais c'est l'unique endroit où mes yeux semblent vouloir se poser. J'ignore pourquoi il m'intrigue plus que l'objet de cette réunion. Amanda sort des dossiers de sa serviette pour les étaler devant Corée et moi. Merci d'être venu, commence-t-elle. Nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps, alors je vais aller droit au but. Pour des raisons médicales, l'une de nos auteurs est dans l'incapacité de remplir un contrat. Et nous sommes à la recherche d'un romancier qui possède à peu près la même expérience et accepterait de reprendre les 3 derniers livres de sa série. Je jette un coup d'œil à Jérémie, mais son expression reste stoïque. Ne laisse rien paraître de son rôle dans cette réunion. Qui est l'auteur? Demande Corée. Nous sommes prêts à entrer dans les détails, mais nous vous prions d'abord de signer l'accord de confidentialité. Nous tenons à ce que la situation actuelle de notre auteur ne soit pas connue des médias. Bien sûr, dit Corée. J'acquiesce, tandis que nous examinons les formulaires avant de les signer. Puis Corée les glisse vers Amanda. Elle s'appelle Verity Crawford. Je suis sûre que ses œuvres vous sont familières. Corée s'est crispé dès qu'il a entendu ce nom. Évidemment que ses œuvres nous sont familières, comme à tout le monde. Je jette un coup d'œil en direction de Jérémie. Verity serait donc sa femme. En tout cas, il porte le même nom de famille et en bas, il a dit qu'il n'était pas romancier. Mais pourquoi assisterait-il à une réunion sur elle, à laquelle elle ne serait pas présente? Nous connaissons ce nom, déclare Corée d'un ton sec. Verity est l'autrice d'une série que nous aimerions voir s'achever, poursuit Amanda. Nous recherchons donc un écrivain qui accepterait de s'en charger, d'effectuer les dédicaces, de rencontrer la presse et de faire tout ce qui tourne autour de Verity. Nous avons l'intention de présenter le nouveau co-auteur au public, tout en préservant autant que possible la vie privée de Verity. Effectuer les dédicaces, rencontrer la presse. À présent, c'est moi qu'ils observent. Il sait que je n'ai aucun goût pour ces choses-là. Bon nombre d'auteurs, excellents à correspondre avec leurs lecteurs, mais je suis trop différente et j'ai peur qu'après m'avoir vue en personne, les miens m'envoient promener à jamais. Je n'ai donné qu'une seule séance de dédicace et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit
la semaine qui a précédé. J'avais tellement peur pendant la signature que je ne parvenais plus à parler. Le lendemain, j'ai reçu un mail d'une lectrice me traitant de garce coincée et disant qu'elle ne lirait plus aucun de mes livres. Voilà pourquoi je préfère rester à écrire à la maison. Je pense que les gens se font une meilleure idée de moi que dans la réalité. Corée ouvre le dossier que lui tend Amanda et finit par demander quelle sera l'indemnisation de Madame Crawford pour les 3 romans. C'est Pensant Baronne qui lui répond. Les termes du contrat de Verity avec son éditeur ne changeront pas et ne seront évidemment pas dévoilés. Tous les droits d'auteur reviendront à Verity. Mais mon client Jeremy Crawford est prêt à offrir un montant net de 75 000 $ par livre. Mon cœur se retourne à cette annonce, mais mon enthousiasme me quitte aussi vite lorsque j'en réalise l'énormité. Passer de l'état de romancière lambda à celui de co-auteur d'une star littéraire, c'est trop pour moi. Je sens déjà mon anxiété monter à cette idée, et croisant les bras, Corée se penche sur la table. Je suppose que cette somme est négociable. J'essaye d'attirer son attention. Je voudrais lui faire comprendre que ce n'est pas la peine. Jamais je ne pourrais accepter une offre pour acheter des livres pour achever des livres que je n'aurais eu le courage d'écrire. Pensant Baronne se redresse sur son siège. Sans vouloir vous offenser, Verity Crawford a passé les 13 dernières années à établir sa notoriété. La somme concerne 3 livres, 75 000 $ par livre, ce qui nous mène à un total de 225 000 $. Lâchant son stylo, Corée s'adosse à sa chaise, l'air un peu impressionné. Quelle est la deadline pour le rendu du manuscrit? Nous sommes déjà en retard. Nous attendons le premier ouvrage dans les 6 mois qui succéderont à la signature du contrat. Je ne peux m'empêcher de regarder le rouge à lèvres qui laisse des traces sur ses dents quand elle parle. Les délais pour les 2 suivants sont encore ouverts à discussion. Idéalement, nous aimerions voir la série s'achever dans les 24 prochains mois. Je sens Corée en train de faire les comptes dans sa tête et je me demande s'il calcule le montant de sa part ou de la mienne. Avec ses 15%, il obtiendrait presque 34 000 $, juste pour me représenter en tant qu'agent à cette réunion. La moitié irait aux impôts. Il resterait un peu moins de 5 000 $ pour mon compte en banque. 50 000 par an. C'est plus du double de l'avance que j'ai reçue pour mes romans précédents. Mais ça ne suffit pas pour me convaincre de me lancer dans une série aussi célèbre. La conversation continue en vain à mon goût puisque je sais déjà que je vais refuser. Quand Amanda sort le contrat officiel, je m'éclaircis la gorge. J'apprécie votre offre, dis-je en fixant Jérémy, pour le convaincre de ma sincérité. Vraiment, mais si vous comptez donner un nouveau visage à cette série, je suis sûre que de nombreux auteurs seraient plus indiqués. Jérémy ne réagit pas, mais m'observe avec plus de curiosité qu'auparavant. Je me lève, prête à partir, déçue par ce résultat, mais encore plus à l'idée que ma première journée dehors ait finalement été un tel désastre. Je vais rentrer, prendre une douche. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec ma cliente, intervient vivement Corée, hochant la tête à mon
range sa serviette. Allons-y, lance-t-elle. Vous avez tous les termes du contrat dans votre dossier. Nous avons 2 autres écrivains à qui nous adresser, si cela ne vous convient pas. Aussi, tâchez de nous donner une réponse demain après-midi au plus tard. À présent, seul Jérémie reste encore assis. Il n'a pas prononcé un mot de toute la réunion. Amanda me tend la main. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis prête à vous donner, à vous aider. Merci. Après quoi, elle s'en va, suivie de bon sang baronne, tandis que Jérémie continue de me dévisager. Corée l'observe, attendant visiblement qu'il s'en aille, mais Jérémie se penche vers moi. On pourrait se parler en privé. Il regarde Corée. Non pour lui demander la permission, plutôt pour lui faire comprendre qu'il doit s'éloigner. Celui-ci n'en revient pas et plisse les yeux, comme pour me faire comprendre que je dois refuser. L'air de moquerie, non mais je rêve. Il ne se rend pas compte que je meurs d'envie de me retrouver seule dans cette salle avec Jérémie. Je voudrais qu'ils s'en aillent tous, à commencer par Corée, car j'ai soudain 1 million de questions pour Jérémie. Sur ce qui les a conduits à me solliciter, sur sa femme, sur ce qui l'a empêché d'achever sa propre série. C'est bon, déjà Corée. Il cherche à cacher son irritation, mais la veine saillante de son front le trahit, tandis qu'il sort les dents serrées. Il ne reste que Jérémie et moi, encore. Si on compte l'ascenseur, c'est la 3e fois qu'on se retrouve seuls tous les deux depuis que nos chemins se sont croisés ce matin. Pourtant, c'est la première fois que je ressens une telle nervosité. Apparemment, ça ne vient que de moi. Jérémie semble aussi calme que lorsqu'il m'a aidé à chasser les débris d'un piéton de mes vêtements. Il n'y a même pas 1 heure. Mince, marmonne-t-il en frottant ses joues de ses mains. C'est toujours aussi tendu les réunions avec les éditeurs. Je ne sais pas, dis-je en riant. D'habitude, je fais tout par mail. On comprend pourquoi. Il se lève pour attraper une bouteille d'eau. C'est sans doute parce que je suis assise et qu'il est si grand, mais je ne me rappelle pas m'être sentie aussi petite en sa présence. Et puis, je sais qu'il est marié à Verity Crawford, ce qui m'intimide bien plus que quand je me tenais devant lui en jupe et en soutien-gorge. Il s'assied au bord du comptoir et croise les chevilles. « Ça va ?» demande-t-il. « Vous n'avez pas eu trop le temps de digérer ce qui s'est passé en face avant d'arriver. Vous non plus. Tout est parfait. » Encore ce mot. « Je suis sûre que vous avez des questions, ajoute-t-il. Des tonnes. Que voulez-vous savoir ? Pourquoi votre femme ne peut-elle pas achever la série ? Elle a eu un accident de voiture. » Il a répondu sur un ton presque mécanique, comme s'il se forçait à en détacher toute forme d'émotion. Désolé, je ne savais pas. Au début, je n'étais pas trop d'accord avec l'idée que quelqu'un puisse achever son contrat. J'espérais qu'elle allait complètement se remettre, mais... Enfin, voilà. À présent, je comprends mieux son attitude. Il me paraissait un peu trop calme et réservé. Mais je me rends compte qu'il est surtout rongé par le chagrin. Je ne sais pas trop si c'est à cause de ce qui est arrivé à sa femme ou de ce qu'il m'a raconté plus tôt dans les toilettes, que sa fille est morte il y a quelques mois. En tout cas, cet homme n'est visiblement pas à l'aise face aux lourdes décisions qu'il doit prendre. Vraiment désolé, dis-je encore. Il acquiesce de la tête sans rien ajouter.
regagne sa place, je commence à me demander s'il me croit toujours en train de réfléchir à la proposition. Je ne peux pas lui faire perdre davantage son temps. J'apprécie cette offre, Jérémy, mais franchement, je ne me vois pas faire ça. Je suis nulle en promotion. Je ne sais même pas pourquoi l'éditeur de votre femme s'est adressé à moi. Open-ended. L'un de mes titres, je me fige. C'était l'un des livres préférés de Verity. Votre femme a lu mes romans. Elle a dit que vous seriez la prochaine star du monde littéraire. C'est elle qui a indiqué votre nom à son éditeur, car elle trouve que vos styles sont similaires. Si quelqu'un doit reprendre les séries de Verity, je voudrais que ce soit quelqu'un dont elle respecte l'œuvre. Wow, je suis flattée, mais je ne peux pas. Il me dévisage silencieusement, en se demandant sans doute pourquoi je ne réagis pas à cette offre, comme le feraient la plupart des auteurs. Il ne comprend pas. Normalement, je devrais être fière. Je n'aime pas trop qu'on lise facilement en moi, mais là, ça tombe plutôt mal. Je sens que je devrais me montrer plus transparente, ne serait-ce qu'à cause de sa courtoisie ce matin. Sauf que je ne sais pas par où commencer. Il se penche vers moi, l'air intrigué, me dévisage un instant, puis tape du poing sur la table en se relevant. J'imagine que la réunion s'achève là, et m'apprête à sortir. Sauf que Jérémy ne se dirige pas vers la porte, mais vers un mur où sont accrochées des récompenses encadrées, si bien que je me rassis. Il examine plusieurs tableaux avant de s'arrêter sur l'un d'eux, qu'il parcourt du doigt. Je comprends qu'il s'agit d'un prix reçu pour sa femme. Dans un soupir, il se retourne vers moi. Avez-vous entendu parler de ces gens qu'on désigne sous le terme des chroniques? Je fais non de la tête. Je crois que c'est Verity qui a inventé cette expression. Après la mort de nos vies, elle a dit qu'on était chronique, sujet à une tragédie chronique, un événement terrible après l'autre. Je laisse ces paroles pénétrer mon cerveau. Il a dit tout à l'heure avoir perdu une vie, mais là, il a utilisé le pluriel. Vos vies. Il inspire un grand coup, puis il soupire. Oui, des jumelles. On a perdu Justine 6 mois avant Harper. Ça a été... Il ne se détache plus aussi bien de ses émotions. Après s'être passé une main sur le visage, il regagne sa chaise. Certaines familles ont la chance de ne jamais affronter une seule tragédie. Et puis, il y a ceux dont l'entourage semble sans cesse traquer à la première occasion. Tout tourne mal et empire. J'ignore pourquoi il me raconte ça, mais je ne lui pose pas de questions. J'aime l'entendre parler, même si c'est pour me raconter des horreurs. L'air tourmenté, il tourne sa bouteille d'eau sur la table. J'ai l'impression qu'il n'a pas demandé à s'isoler avec moi pour me faire changer d'avis. Il voulait juste être seul. Il ne pouvait sans doute plus supporter de discuter ainsi de sa femme. Il préférait que tous ces gens s'en aillent. Je trouve ça réconfortant. Que je sois là ou pas, il se sent seul dans cette pièce. À moins que ce ne soit constamment le cas. Comme notre ancien voisin qui semblait parfaitement correspondre à la définition du chronique. J'ai grandi à Richmond, dis-je. Notre voisin d'à côté a perdu les 3 membres de sa famille en moins de 2 ans. Son fils est mort au combat. Sa femme, 6 mois plus tard d'un cancer. Et puis sa fille, dans un accident de voiture. Il s'immobilise, dépose la bouteille devant lui. Où est-il maintenant?
Je ne m'attendais pas à cette question. À vrai dire, le malheureux n'a pu supporter de perdre tout ce qui comptait dans sa vie. Il a fini par se suicider quelques mois après la mort de sa fille. Mais ce serait cruel de le dire à Jérémie, encore en deuil des siennes. Il vit toujours dans la même ville. Il s'est remarié quelques années plus tard et il a des petits-enfants. Quelque chose dans son expression me laisse entendre qu'il sait que je mens. Pourtant, il semble apprécier mon initiative. Il faudra que vous passiez un peu de temps dans le bureau de Verity, que vous fouillez parmi ses affaires. Elle a laissé des années de notes et de descriptions, des choses auxquelles je ne comprends rien. Il n'a donc pas entendu ce que je racontais. Jérémie, je vous ai répondu, je ne peux pas. L'avocat vous sous-estime. Dites à votre agent de demander un demi-million. Dites-leur que vous ne verrez pas la presse, que vous utiliserez un pseudonyme dans une stricte confidentialité. Ainsi, tout ce que vous voudrez cacher leur restera. J'ai envie de répliquer que je n'essaie pas de cacher autre chose que mon embarras, mais sans me laisser le temps de répondre, il se dirige vers la porte. Nous vivons dans le Vermont, poursuit-il. Je vous donnerai l'adresse une fois que vous aurez signé le contrat. Vous pouvez rester tout le temps qu'il faudra pour faire le tour de son bureau. Il pose une main sur la poignée, tandis que je cherche quoi objecter. Cependant, un seul mot me sort de la bouche. Parfait. Il me contemple, comme s'il avait autre chose à dire, et puis il lâche. Parfait. Après quoi, il sort dans le couloir où attend Corée. Celui-ci lui passe devant pour entrer dans la salle en fermant la porte derrière lui. Un peu perdu, je contemple encore la table. Pourquoi m'offre-t-on tant d'argent pour un travail que je ne suis même pas sûre de pouvoir accomplir? Un demi-million de dollars. Et je peux le faire sous un pseudonyme, sans tournée de dédicace, ni de campagne promotionnelle. Qu'ai-je donc dit pour obtenir tout ça? Je ne l'aime pas, lâche Corée, en se laissant tomber sur la chaise. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il me sous-estimait et que je devais demander un demi-million de dollars sans que j'apparaisse en public. Là, je le vois carrément suffoqué. Il attrape ma bouteille d'eau et boit une gorgée. Merde. Et voilà les amis, c'était un peu long. Mais maintenant, je vais vous laisser faire dodo. Encore désolé pour les petites écorchures